Bienvenue dans l'audace n'a pas d'âge. À chaque moment de sa vie, on peut se réinventer et ouvrir un nouveau chapitre. Je suis Aurélie Lévy et je vous propose dans cette émission de démonter les stéréotypes de l'âge. Un podcast proposé par Bayard et soutenu par AXA. Cette semaine, nous recevons le journaliste et animateur de Questions pour un champion, Samuel Etienne. Il nous raconte comment à plus de 50 ans, il est devenu un des streamers les plus suivis en France sur l'info. Bonjour Samuel Etienne. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais je suis très content. C'est très beau chez vous. Merci. Merci beaucoup. Comme vous, je reçois chez moi. Oui, c'est ça. On vous connaît en tant que journaliste sur France Télévisions à la radio et évidemment présentateur de Questions pour un champion. Mais vous avez opéré un tournant très insolite. À 49 ans, vous vous êtes installé sur la plateforme Twitch où vous donnez tous les matins des revues de presse. Vous vous adressez donc aux 12-25 ans, à peu près 15-25 ans, je devrais dire. Et vous êtes maintenant un des streamers les plus populaires dans le monde de l'information auprès des jeunes. Comment est-ce que vous avez opéré ce tournant très insolite et pourquoi ? Dans la vie, il y a des heureux hasards. J'étais au bon endroit, au bon moment et j'ai été contacté par la bonne personne. Vous vous rappelez, pendant la crise sanitaire, on a tous fait des choses un peu étranges. On était bousculés. Et un matin, je me lève à 2h du matin pour aller à France Info, pour la matinale. Et je vois un tweet qui me mentionne et qui a beaucoup de succès au milieu de la nuit. Une centaine de likes. Et comme je suis très curieux de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je regarde et je vois un garçon dont j'apprendrai après qu'il est streamer, qui s'appelle Étoile, c'est son pseudo, et qui me pose une question toute simple, qui me dit « Monsieur Etienne, est-ce que vous connaissez Twitch ?» Et je ne savais pas qui était Étoile, je ne savais pas ce que c'était Twitch, et par contre je vois que ça a beaucoup d'écho. Alors, comme en bon journaliste que je suis, je creuse un peu, je cherche un peu, et puis je réponds à cette personne non, je ne connais pas. Et là commence quelque chose qui nous amène à ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire que je découvre qu'Étoile est un streamer, et que parmi ses contenus qu'il propose, il réacte Questions pour un champion. C'est-à-dire qu'il regarde Questions pour un champion chez lui, comme nous aussi, et puis il en fait autre chose. C'est-à-dire qu'il a inventé une émission qu'il a, très belle d'ailleurs, qu'il a appelée La Nuit de la Culture, où il regarde Questions... Très beau titre, ouais. Oui, c'est beau. Ouais. Et puis c'est vraiment La Nuit de la Culture, parce qu'il regarde Questions pour un champion, il joue, l'objectif étant un jour de venir jouer. D'ailleurs, il n'est pas venu encore, je l'attends. Et quand il va venir, il va tout casser. À bon entendeur. Ouais, il est fort, il est très fort, mais il met la barre très haut, du coup il se met la pression. Et puis, dès qu'il y a quelque chose qu'il ne sait pas, il cherche, il va chercher, il va voir un tableau, il écoute une musique, voilà. Une curiosité très forte pour la culture. Je suis très séduit par ce que je vois, et je lui dis, ouais, c'est super. Il me dit, mais est-ce que vous voulez venir participer ? Alors d'abord, je ne viens pas chez lui, puisqu'on est en plein Covid, mais il me dit, vous avez une webcam ? Ouais, vous avez un ordinateur ? Oui. Et puis, il me fait télécharger quelques logiciels, que je télécharge totalement aveuglement d'ailleurs, et je me retrouve quelques jours plus tard dans La Nuit de la Culture, depuis chez moi, et on fait l'émission ensemble. Et je m'amuse, et je découvre un univers de totale liberté, qui est moins corseté, qui est moins encadré que France Télévisions, j'imagine. Que la télé en général, qu'un média traditionnel, c'est normal d'ailleurs. Parce qu'on n'engage pas l'image d'un employeur, d'une chaîne, d'une rédaction, on est tout seul, donc on peut dire à peu près n'importe quoi, dans un cadre légal, quand même. Et puis l'interactivité. Je vois des centaines, je vois des milliers. Je crois que sur ce stream avec Étoile, il y avait, au bas mot, 10 000 personnes en permanence. Donc, sur une donc émission... vous les voyez en plus, donc il y a le direct. Quoi. Oui, je vois les commentaires, l'avalanche de commentaires. C'est-à-dire que dès qu'on émet une idée, un commentaire, qu'on fait une blague, vous avez des centaines de réactions, quoi. Et c'est fascinant. Pour la première fois, moi je ne connaissais que les médias descendants. Vous émettez une info en presse écrite, en radio, en télé, et puis les gens la reçoivent, la consomment un peu passivement. Et là, tout est débattu, réagi instantanément. Et ça, c'est fascinant. Ça me fascine, donc je commence à suivre le travail d'Étoile. Il m'invite régulièrement dans sa Nuit de la Culture. D'autres streamers m'invitent. Et au bout de 9 mois, parce que c'est peut-être pas un hasard d'ailleurs, je suis pas très rapide moi. Au bout de 9 mois, je pose la question à cet univers, à ces streamers. Est-ce que moi aussi, vous pensez que je pourrais streamer ? Faire comme vous ? Parce que l'outil est génial. Il n'y avait pas beaucoup d'actu sur Twitch quand je me suis lancé. Ouais, d'ailleurs, vous allez devoir me définir Twitch pour ceux bien qui sûr, nous bien écoutent. sûr. Mais continuez, ouais. Et ils me disent, bah oui, bien sûr, mais qu'est-ce que tu veux streamer ? Et je leur dis, moi j'ai une passion, c'est la presse écrite. Je suis un journaliste d'audiovisuel mais qui adore lire les quotidiens. Parce que pour moi, c'est la meilleure source d'information possible. Et j'aimerais faire une revue de presse sur Twitch. Ça a été reçu avec un sourire poli, mais un peu incrédule. Tu veux lire les vieux journaux sur Twitch ? Oui.
ils y croyaient pas trop, quoi. Mais on m'équipe, on me dit d'acheter tel petit PC, tel petit webcam, tel petit micro, et c'est parti. Et là, il se passe un truc, parce qu'on était en pleine crise sanitaire, que les gens étaient chez eux, parce que je suis introduit dans cet univers par Par un insider. Ouais, c'est ça, qui m'ouvre la porte. Et donc, et que les gens m'ont vu traîner pendant 9 mois, venir sans arrière-pensée, en étant très curieux, parce qu'il n'y avait pas de plan. Et en fait, je suis accueilli tout de suite, et il y a du monde tout de suite, et la salle est pleine. Et du coup, je fais ça avec bonheur, plaisir, pendant toute la crise sanitaire, et je poursuis. Puis après, j'invente d'autres programmes, d'autres... Voilà. Alors, avant de revenir au programme que vous allez développer et à tout ce qui va se passer, et comment vous l'avez fait, expliquez-nous Twitch. Alors Twitch, c'est très simple. C'est une plateforme pour les créateurs de contenu. On pourrait dire que c'est aussi un peu un réseau social. Si on voulait comparer à YouTube, qui est très connu, en fait, la grosse spécificité est que tout est en direct. Sur YouTube, on poste des vidéos en général. Sur Twitch, tout est en direct. À l'origine, c'est surtout des passionnés de jeux vidéo qui utilisent cette plateforme pour partager leur partie, leur passion du jeu vidéo. Et après, d'autres créateurs de contenu, des gens qui s'intéressent à la cuisine, à l'art, au sport, à la littérature, plein de choses, et puis à l'info un petit peu, eh bien, se sont dit, tiens, et si on utilisait cet outil de liberté d'interactivité pour aussi faire des trucs, voilà. Donc, c'est une interface. Quand on est créateur, on met son image, chez soi en général, son son, et puis on a ce fameux chat, cette fenêtre, où tous les gens qui vous regardent peuvent interagir, commenter, questionner. En étant justement maintenant probablement le premier streamer d'info auprès des 15-25 ans, qu'est-ce que vous avez découvert de cette génération, de cette tranche d'âge, de ce qui les caractérise ? Alors déjà, une grande curiosité. Ouais. Parce que parfois, dans les idées reçues qu'on peut avoir sur la jeune génération, c'est ils ne s'intéressent pas forcément à l'actu. En fait, si, ils ont une immense curiosité. C'est juste qu'ils ne s'informent pas comme quelqu'un de ma génération. Ils n'écoutent pas la radio, ils ne regardent pas la télé, quasiment plus, et ils ne lisent pas les journaux. Ils s'informent autrement. Ils peuvent s'informer par exemple sur les réseaux, sur Twitter par exemple. Mais c'est quoi ? Donc l'appétence est là, mais le format n'est pas le bon. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans Twitch En fait, ils ne sont pas séduits par les formats. Je pense que c'est le côté passif en fait. C'est-à-dire que comme c'est une génération qui a été biberonnée aux réseaux sociaux, qui ont des défauts, mais qui ont des qualités, notamment la capacité à la possibilité d'interagir et de ne pas être passif par rapport à un contenu, de le commenter, de le critiquer, de dire que c'est bien. Quand ils se retrouvent devant un programme télé où ils doivent juste s'asseoir et consommer, ou écouter la radio ou lire un journal tout seul, sans pouvoir interagir avec celui qui émet l'info, mais aussi avec des gens qui sont en train de lire le même article au même moment. C'est ça qui est sympa. Et en fait, je pense que c'est ça en fait qui les ennuie un peu. Donc c'est pour ça qu'une grosse partie de cette génération s'informe sur les réseaux sociaux, où il y a du très bon et du très mauvais. Hein, mais la curiosité pour le monde dans lequel on vit, elle est énorme. Elle est énorme en fait. Donc, curiosité, ça, c'est une des premières choses qui les caractérise. Ouais. Besoin d'interaction, c'est ça ? C'est-à-dire besoin d'être sollicité alors même qu'ils sont en train d'ingurgiter l'information, c'est ça ? Oui. Ils ont besoin de réagir, de pouvoir réagir, de donner leur avis, de questionner. Parce que parfois, nous, les journalistes, on s'exprime dans un jargon qu'on pense compris par tout le monde, et puis en fait, c'est pas le cas. Nous, journalistes, ou juste personne de plus de 45 ans. Oui, c'est ça. La personne qui ne comprend pas une idée ou un concept, elle peut, quand je parle de politique et de la Constitution et des règles politiques, par exemple de la Ve République, qui est un truc qui me passionne depuis toujours, de temps en temps, on me dit, oui, mais Samuel, t'es gentil, mais rappelle-moi ce qu'est un 49.3. Pourquoi une majorité qui n'est pas absolue à l'Assemblée, ça pose un problème. Voilà. Et en fait, ça, on peut pas poser la question à un 20h, on peut pas poser la question à un journal papier. Et donc, du coup, la compréhension de l'actu, elle est renforcée par cette interaction directe, immédiate. Oui. Donc, l'instantané, en fait, c'est ça. Et donc, on a une info qui est de meilleure qualité. Et le cliché des jeunes ont une capacité de concentration moindre, etc., vous en pensez quoi ? Vous pensez que c'est pas vrai ? C'est juste la façon dont on leur parle qui... Non, c'est faux. Sur Twitch, par exemple, alors ça, c'est un autre truc sympa de Twitch. C'est un média du temps long. D'accord. Aujourd'hui, on est dans Ça veut dire quoi ? C'est un média qui prend le temps. Alors, on est dans une société où tout va de plus en plus vite. Hein. Une info chasse l'autre. Il suffit de voir les chaînes info ou l'info sur Internet. Tout va très très vite. D'ailleurs, ça participe d'un espèce de tournis. Il y a des gens aujourd'hui qui volontairement se retirent de ça. Il y a des gens qui se retirent de l'info. Hein, parce qu'ils estiment que tout va trop vite. Il y a un côté un petit peu waouh. Twitch, c'est un stream. Donc, c'est-à-dire une émission sur Twitch, c'est 3 heures, c'est un petit stream. C'est très court. Très court. J'ai des amis streamers qui peuvent streamer 7 ou 8 heures. 12 heures. J'ai reçu un invité un jour pour parler de catch, qui était un passionné de catch. Il m'a parlé de catch pendant 7h30 en direct.
Et il a des gens qui le suivent sur toute cette durée ou qui et c'est ça qui est fou. En alternance. Le temps de consommation est très long. Par exemple, la revue de presse du matin, elle dure 3 heures. Hein. Là où en radio ou en télé, elle dure 3, 4, 5 minutes. Sur Twitch, je parle de ces journaux pendant 3 heures. Donc ça veut dire qu'on prend le temps de comprendre, d'échanger et au final d'arriver à quelque chose de plus fin, de plus précis, de plus contradictoire. Et la durée moyenne d'écoute, elle est d'1h30. C'est énorme. Donc on n'est pas du tout face à une génération qui zappe, non. Et, donc ça démonte beaucoup d'a priori sur les plus jeunes et aussi apparemment sur les plus âgés, puisque ça ne leur pose aucun problème que vous ayez 49 ans. Non, j'en joue moi. D'ailleurs, vous m'avez rajeuni, c'est adorable, j'ai 52 maintenant. Vous avez 52 Je suis vieux sur Twitch, il n'y a pas beaucoup de streamers de plus de 50 ans, je ne connais pas beaucoup. Alors j'en surjoue, je me suis rebaptisé Papy Sam, je dis que j'ai des rhumatismes, alors ça les fait rire. Moi j'en ris parce que pour moi c'est une posture, parce que j'ai quand même conscience d'une énorme différence d'âge, et en fait, quand j'en ris, en fait ils me recadrent un petit peu, ils me disent mais en fait on s'en fout de l'âge. Ça n'a aucune importance. Donc vous pointez le doigt sur quelque chose, c'est-à-dire, bon, si j'avais à faire cette espèce de généralité pour rester dans le coup, quels seraient les conseils d'Étienne Samuel? Il y aurait déjà l'humour, la curiosité, la vôtre aussi, parce qu'il en fallait quand même pour aller chercher ce qu'était Twitch, comprendre, y aller, vous présenter, donc une grande ouverture. Quelles sont les démarches concrètes? Parce que c'est assez audacieux quand même ce pari de redémarrer finalement une émission sur Twitch, sur une plateforme aussi éloignée de celle que vous connaissiez jusqu'à présent. Quelles étaient les démarches concrètes pour découvrir le monde du digital? Vous avez lu des bouquins, vous vous êtes entouré de qui pour produire toutes ces émissions En fait, les conseils viennent de la plateforme elle-même, c'est génial. Moi, je suis infiniment curieux, c'est pour ça que je suis devenu journaliste, comme tous les journalistes d'ailleurs, c'est la curiosité de qualité de base, quoi. Et donc, quand j'ai commencé à songer à ce projet, j'ai interrogé les streamers. J'ai envoyé des petits messages à tous celles que j'avais croisés. Alors, de quoi j'ai besoin comme matériel? Et alors, c'est une communauté très accueillante. Et tous les streamers et les streameuses que j'ai contactés m'ont dit, bah tiens, achète tel PC, essaye tel micro, voilà. En fait, les conseils arrivaient en pagaille. Et donc, c'est assez simple, en fait. En gros, aujourd'hui, quelqu'un qui nous regarde, qui nous écoute là, qui voudrait se lancer sur Twitch, il a besoin d'un petit PC, pas très puissant, d'une petite webcam, pas cher, d'un petit micro, meilleure qualité possible, parce que l'image peut être pas super sur Twitch. Ce qui est important, c'est le son, parce qu'on parle beaucoup, et donc il faut une bonne qualité de son. Moi, je vais vous dire, pour 1 500 € de matériel, vous créez une chaîne Twitch. Ce qui est important, c'est pas tellement la belle image, la belle lumière. Le son, c'est important par contre. Mais c'est la proposition. C'est la proposition. Et techniquement, si moi j'y suis arrivé, c'est que n'importe qui peut y arriver. Il y a plein de choses à gérer, parce que du coup, vous gérez votre image, votre son, l'informatique, le logiciel de streaming. Au début, c'est un petit peu... Et puis quand c'est bien expliqué par d'autres streamers, finalement, vous y arrivez. Si j'y suis arrivé, n'importe qui peut y arriver. En revanche, ce qui est important, c'est qu'est-ce que je viens dire? Quelle est la proposition? Là, je pense, il me semble qu'il y a quand même une affaire de transmission. Et je me demande si pour le coup ça c'est pas lié aussi un petit peu à votre âge, c'est-à-dire que vous êtes quand même en train de leur transmettre le goût du savoir, de l'information, de la presse écrite. En fait, à l'origine, c'était ça. C'est-à-dire, quand on m'a demandé mais qu'est-ce que tu veux streamer, moi j'ai cette passion pour la presse écrite. C'est un truc. Mon bonheur le matin, c'est de lire Le Parisien, Libération, Le Figaro, La Croix, L'Humanité, L'Opinion, Les Échos, Les Équipes, Le Monde, que je lis en général l'après-midi, la veille. Et c'est un kiff, quoi, parce que pour moi, c'est la meilleure source d'infos possible. Et comme je constate que une grande partie de la population, et notamment les jeunes, ne lisent pas cette presse, oui, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je dis ça tous les matins. Je leur dis, c'est mon avis, c'est très subjectif, vous en faites ce que vous voulez, mais pour moi, c'est la meilleure source d'infos pour comprendre le monde dans lequel on vit, quoi. On a la chance d'avoir une belle presse, lisez-la. Et puis, pas tel journal, mais lisez les journaux, changez. Voilà. Vous êtes abonné au Figaro, allez acheter l'UMA de temps en temps. Vous allez être surpris, vous allez voir, il y a des choses intéressantes. Et donc, je leur vends la presse. D'ailleurs, moi, je pense que, très modestement, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait une statue de moi, immense en marbre, dans chaque entrée de journal. Voilà. Je ne comprends pas qu'à ce jour, ça n'est pas. Mais je vais finir par vous croire, parce que vous êtes terriblement inspirant. Et la façon enjouée, légère et pourtant très concrète avec laquelle vous avez opéré ce cap, vraiment passé 45 ans comme ça, c'est vraiment inspirant.
Ça prouve qu'il faut y aller, en fait. Que les jeunes sont ouverts, que cette relation transgénérationnelle qui pose tant de questions dans la presse, justement, elle est possible, elle est nécessaire. Vous en êtes la preuve. Ça marche. Après, il faut être à l'écoute, quoi. Il faut. Moi, par exemple, au début, je vous avoue que même au niveau du vocabulaire, des expressions, du champ sémantique de cet univers, c'est waouh. Par exemple. Au début, je comprenais pas un mot sur deux dans le chat, quoi. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'expressions qui viennent de l'univers du jeu vidéo. Alors moi, le jeu vidéo, la dernière fois que je l'ai pratiqué, c'est en 1988. Donc j'avais 30 ans de retard. Donc beaucoup de clins d'œil, de références, de mots qui venaient du monde du jeu vidéo. Vous pouvez m'en donner une, ça va. Je sais pas. Ah oui, très simple. Ouais. GG, par exemple. Dans le chat, de temps en temps, vous voyez GG. Mais qui est ce GG, quoi? C'est G2, voilà. Et en fait, non, GG, c'est great job, good job. C'est juste, voilà. Quand tu réussis une belle partie de jeu vidéo, c'est GG, quoi. Donc, quand tu fais un truc plutôt bien, on te dit OK, ça, c'est facile. Un jour, j'ai vu débarquer, donc souvent, je parle de choses assez dramatiques, des crises, des guerres, je dis la presse, quoi. Et de temps en temps, je voyais des F majuscules. Juste la lettre F. C'est quoi? C'est F. Et en fait, le F, c'est la touche qu'on presse sur un jeu qui s'appelle Call of Duty quand un soldat meurt au combat et qu'on lui rend hommage. Donc en fait, le F, c'est rendre hommage, par exemple, à quelqu'un qui est décédé dans l'actualité pour lui rendre hommage. Et en fait, ça, je pourrais le multiplier à l'infini, quoi. Et donc il faut s'intéresser à ces codes, apprendre un petit peu à les maîtriser, sans surjouer non plus, parce qu'il ne s'agit pas de parler comme eux. De temps en temps, j'utilise certaines de leurs expressions, mais pour les faire rire. Parce qu'il ne faut pas se dire j'ai 52 ans et je vais parler comme quelqu'un de 20 ans qui a reçu une autre éducation, qui a baigné dans un autre bain culturel pour séduire, quoi. Ça, c'est ridicule, ça. C'est un peu essayer d'avancer masqué. Donc, il faut apprendre de cet univers-là pour comprendre. En revanche, le matin, je suis toujours le Samuel Etienne de ma génération qui s'intéresse à certaines choses, mais qui, du coup, s'est rapproché un petit peu de leur référence culturelle. Je m'intéresse beaucoup plus on parlait du jeu vidéo. J'ai compris quelque part que pour interagir correctement avec ce public, il fallait que je connaisse cet univers. C'est pour ça que j'ai lancé il y a quelques semaines une nouvelle émission sur Twitch, dont je suis super content, qui s'appelle... parce que tous mes noms d'émissions sont des jeux de mots claqués au sol, comme disent les jeunes. J'ai appris ça. Donc quand je dis ça, c'est ridicule, par exemple. Claqués au sol, j'adore. Et donc des jeux de mots pourris, quoi. Alors, par exemple, le matin, mon rendez-vous, c'est la matinée Étienne. Okay, Étienne. Le soir, c'est la soirée Étienne. Mon émission du vendredi, devinez comment elle s'appelle? L'hebdo Étienne. Ok, donc le filon jusqu'au bout, quoi. Quand je rencontre quelqu'un, comme on fait là, c'est la rencontre Étienne. Et alors, le dimanche, je me suis dit, bon, je vais arrêter avec les gens n'en peuvent plus. En même temps, c'est tellement tentant. Oui, c'est rigolo. Et donc, du coup, mon émission du dimanche, comme c'est sur le jeu vidéo, c'est Sam me plaît. Parce que je joue. Voilà. Donc, c'est extraordinaire. Mais ça les amuse. Et donc, tous les dimanches, moi qui ai 30 ans de retard sur l'univers du jeu vidéo, qui est un jeu essentiel, enfin un univers essentiel, je reçois un créateur, un passionné d'un jeu, un garçon, une fille, un streamer, une streameuse, gameuse, qui vient me parler de son jeu favori pendant 3 heures. Et on joue. Et je joue, je suis très mauvais, tout le monde rigole. Et moi, du coup, sous couvert de faire une émission qui parle de jeux vidéo, je fais 3 choses. 1, moi, je m'update un petit peu, c'est-à-dire je me mets à la page. Donc, vous renouvelez. Ah ouais. 2, je transmets, notamment aux gens, dans mon cas, qui aimeraient un petit peu comprendre cette culture, parce que c'est une culture et elle est essentielle du jeu vidéo et elle est fascinante, à des gens un peu comme moi qui sont un petit peu à la bourre. Et puis, comme je reçois un spécialiste, même les passionnés de ce jeu viennent, parce qu'ils savent que mon invité va leur dire plein de choses très intéressantes et que mon regard de très curieux va poser plein de questions. Mais vous avez grandi dans un environnement particulièrement curieux, lui aussi, ou c'était quelque chose qui était récompensé ou salué ou célébré? Non. En fait, il n'y avait pas trop de livres chez moi, mais mes parents venaient tous les deux d'un milieu paysan très modeste. Donc, et puis, ils avaient beaucoup travaillé. Donc, voilà, ils avaient une situation qui était devenue très, très confortable. Mais il n'y avait pas trop de livres à la maison, on ne parlait pas trop de littérature. Mais moi, très, très tôt, je crois que c'est le seul truc que je sais bien faire. J'adore lire. D'où la revue de presse. Mais depuis toujours, l'objet écrit me fascine. Et puis, en grandissant et en devenant journaliste, moi qui me destinais à la presse écrite, parce que donc je voulais lire et écrire, un peu fasciné par le travail de plume, je me suis rendu compte que j'avais pas une plume, justement.
Comme plein de gens, j'ai essayé d'écrire des choses. Donc, vous avez une vraie compréhension de quelles sont vos forces et vos faiblesses. Ah, oui, oui. Donc, animé par cette curiosité, Ouais. mais avec une conscience et une acceptation Oui. de ce que vous pouvez et ne pouvez pas Ouais. faire. Moi, j'écris pas bien, par exemple. C'est-à-dire que j'aimerais bien écrire. Je trouve que ma plume n'apporte rien à l'humanité, donc je n'écris pas. En revanche, j'ai découvert la radio et la télé, un peu, vous savez, au hasard des stages, des premiers CDD dans ce métier qui est un peu précaire au début. Et là, je me suis rendu compte que, en revanche, j'adorais raconter des histoires d'infos. Jouer avec le silence, le rythme de la phrase, la voix, le volume. Et c'est une autre écriture, ça n'a rien à voir, c'est une écriture audiovisuelle. Et ça, je me suis rendu compte que, j'avais beaucoup de plaisir, et deux, que j'y arrivais mieux, en fait. Donc, je me suis lancé en radio, et puis après en télévision. Et aujourd'hui, c'est la suite de ça. C'est ça, c'est la continuité. Ouais. Ouais. C'est beau. Il y a une rencontre qui a changé votre vie, ou un mentor qui vous a transmis à vous, justement, des valeurs qu'aujourd'hui vous transmettez à ces jeunes? Non, pas trop. Non, c'est vraiment tout. C'est la lecture qui m'a fait, moi. Tout. Enfin, mon enfance, elle est baignée dans les livres. Mon adolescence, mes profs de maths et de physique, ils me confisquaient mes livres de poésie en cours. Ils trouvaient ça mignon, d'ailleurs, c'était chou. Mais j'étais vraiment habité par ça, quoi. J'ai rêvé d'être romancier, quoi. Puis on n'est pas bon. Hein. Mais je me dis que plus tard, j'essaierai encore de nouveau. Puis je crois qu'il faut un peu de folie. Et une rigueur aussi. C'est curieux d'ailleurs le métier d'écrivain. J'ai pas ça. Vous n'avez pas cette rigueur-là. Mais alors, c'est quoi votre discipline de travail? Parce que Samuel, tout ça, c'est quand même énormément de travail. Ouais. D'ailleurs, je crois même que vous avez arrêté une des émissions parce que c'était too much. Donc, à vous entendre, il y a quelque chose, un peu de l'addiction. Oui. J'ai l'impression que tout ça, on voit plus le temps passer, et en même temps que ça vient, qu'il faut être vigilant aussi parce qu'on peut... Oui. C'est deux choses. Alors, je suis totalement accro au travail, mais tout ça est plein de paradoxes. D'abord, j'ai conscience d'avoir une chance inouïe de faire ce métier. Quel métier je voulais faire enfant. Donc, il y a une grande gratitude. Quand même. Ah ouais, c'est un kiff. Longtemps, je me suis, à la fin de chaque mois, quand le salaire tombait, à RFI, dans les premières années, et je suis payé, quoi. C'était quel kiff il y a tellement peu de gens qui vivent ça. Alors, au quotidien, faire un truc qui fait sens, qui apporte du plaisir. Donc déjà, quand on a la chance de faire ça, je pense qu'il faut rendre à cette chance. Et la façon que j'ai trouvée, c'est de travailler beaucoup pour être à la hauteur de cette chance. Il y a ça. Il y a le fait que mes parents ont énormément travaillé. La valeur travail, elle est fondamentale, elle est constitutive. Quelque chose qui donne sens à sa vie. Comme moi, j'ai vu... Donc, mes parents sont d'extraction très modeste, et puis... ils ont énormément travaillé. Mon père, je ne le voyais pas le matin puisqu'il partait au milieu de la nuit. Je ne le voyais pas le soir parce qu'il n'était pas rentré. Il travaillait tous les week-ends, il ne prenait pas de vacances. Tout en ayant énormément de plaisir dans ce qu'il faisait. Il était poissonnier, moi. Mais il adorait son métier. Donc j'ai vu qu'on pouvait être heureux, équilibré, passionné par un métier. Donc c'est peut-être ça qu'ils vous ont transmis. Oui, c'est ça. D'aimer ce que vous faites. Ça vient de là. Et puis, le constat aussi de mes limites, c'est-à-dire que moi, j'ai jamais considéré que j'étais plus malin, doué qu'un autre. Voire plutôt moins d'ailleurs. Dans ma jeunesse, jeune journaliste, j'ai croisé plein de jeunes journalistes qui avaient un truc, une plume, une présence, une voix, des gens qui, sans rien faire, avaient ce truc qui faisait qu'on allait les écouter et les lire. Et moi, j'avais pas ça. Et je me suis dit, bon Samuel, si tu veux faire des trucs un peu sympas, sinon tu vas être cantonné à des activités pas cool, en fait, il faut travailler plus que les autres. Et donc, je me suis mis, c'est le système Samuel, j'ai cumulé toujours. Quand j'ai fait mon service militaire à Paris pour un journal de l'armée, le matin, je me réveillais très tôt et je faisais une petite matinale d'infos sur une radio associative. Donc ensuite, je faisais mon service. Le week-end, je pigeais pour une radio, je faisais du reportage. Ensuite, je suis parti sur un premier CDI en radio, du lundi au vendredi. Mais comme j'avais le sentiment que ça allait m'emmener nulle part, c'est pas une grosse radio et pas un travail très intéressant, je travaillais le week-end dans une autre ville, dans une autre rédaction. La pige me payait l'aller-retour en train, c'était une opération financière nulle, mais ça m'a rajouté de l'expérience. Et j'ai fait ça toute ma vie. À une époque, je faisais le journal du midi sur France 3, le 12-13, mais j'avais aussi l'été une émission culturelle sur Europe 1, le soir, en fin de journée. Et le matin, je faisais la revue de presse. Je remplaçais Natacha Polony. Donc ça veut dire que je me levais à 2h, je faisais la revue de presse sur Europe 1, vers 8h30, 9h, j'allais à France 3, je préparais le journal, ensuite j'allais l'après-midi à Europe 1, je préparais mon émission culturelle. En général, je dormais une demi-heure n'importe où, et ainsi de suite. Et je pouvais tenir quelques semaines comme ça. Ça a toujours été mon système, en fait, pour compenser un certain manque de, moi je dirais, talent.
un truc qu'on maîtrise Et pas. le travail donne aussi confiance en soi. C'est d'ailleurs quelque chose dont nous parle Thierry Marx, qui serait invité aussi dans l'émission. Ouais. Où est-ce que les jeunes manquent de confiance en eux? Alors, si le travail crée de la confiance en soi, ce qui est sûr, moi j'ai confiance. Je le pense profondément. J'ai confiance dans ma capacité de travail. C'est-à-dire que je suis pas plus malin qu'un autre. Par contre, je sais que je peux travailler 2-3 fois plus qu'un autre. Donc, c'est vrai que ça... Mais effectivement, si le travail donne confiance en soi, sans faire de généralité, ils nous le disent. Je le lis, ils me le disent, et je le lis aussi dans les articles. C'est une génération qui a un autre rapport au travail. Voilà. La vie que je mène moi, ou la vie que mes parents ont menée, je pense qu'elle séduit pas trop, en fait. De faire beaucoup, comme ça, de s'oublier, de s'abîmer même. Parfois dans le travail, quoi. Parce qu'ils disent, et ils n'ont pas tort, que la vie, c'est pas ça. La vie est ailleurs. La vie, c'est prendre du temps pour soi, prendre du temps pour réfléchir, pour rêver, pour être avec ceux qu'on aime. Ça vous arrive? J'essaie de faire tout ça en même temps, mais du coup, je le fais moins bien. Faut pas se mentir. C'est intéressant ce que vous dites sur cette génération. Vous n'êtes pas le seul à le dire. Et donc, comment les toucher? J'ai l'impression que vous avez trouvé leur langage, et de cette façon-là, à leur inculquer aussi peut-être qui c'est le goût du travail, sans le burn-out. Oui, en tout cas, on se parle, quoi. Mais on se parle aussi pour se dire qu'on n'est pas d'accord, quoi. Là, par exemple, j'avais 3 occupations l'an dernier, donc je faisais Question pour un champion, la matinale de France Info, et Twitch, qui chacune de ces activités est un job à part entière, en fait, en termes de volume horaire. Et c'était trop. Là, je sors de 7 années de matinale et de réveil à 2 heures. Et l'an dernier, mon corps, pas la tête, mais le corps m'a dit c'est fini, parce que je commençais à avoir des petites alertes. Donc vous avez quand même senti l'âge. Il y a un moment où il faut quand même aussi. Vos priorités ont changé? Oui, et puis j'ai la chance d'avoir 2 petits garçons merveilleux, qui ont 7 ans et 3 ans. Et il y a des moments qui ne se reproduisent pas, quoi, qui vont pas revenir. Donc, quand je faisais pas tout ça, là, quand j'avais pas Twitch, j'emmenais Malo à l'école, où j'allais le chercher. On avait des moments, voilà, un peu plus. Le week-end, j'étais un peu dispo. Et ces moments-là, ils ont diminué. Et Malo, l'an dernier, du haut de ses 6 ans à l'époque, il m'a dit je te vois moins, papa. Waouh, quand un petit garçon de 6 ans vous dit je te vois moins, papa, vous dites oh. Donc cette génération a quand même des choses à nous apprendre. Ah ouais, clairement. Parce qu'ils ont peut-être raison. En fait. Sur notre rapport au temps. Ils ont peut-être raison. Je pense que c'est un système de vase communicant. On a des choses à leur apprendre et à leur transmettre. Ils ont aussi en retour des choses, des réflexions à nous faire et nous imposent des questionnements aussi. Peut-être que la décision que j'ai prise, elle est liée à mes échanges que j'ai justement avec les viewers, quoi. Mais peut-être vous avez raison qu'on peut leur transmettre des choses. Moi, la valeur travail, c'est pas juste pour s'installer. Ou réussir, ou faire de l'argent d'ailleurs. Parce que j'ai l'impression que vous avez un rapport décomplexé à l'argent. Oui. Mais c'est pour aussi cette confiance en soi et être utile au monde. Et alors, le côté matériel, il existe. Hein. C'est vrai que quand vous vous êtes rendu compte qu'en travaillant beaucoup, même sans grand talent, vous pouvez arriver à une forme d'aisance matérielle qui vous protège des aléas de la vie. Hein. Vous vous dites, il peut y avoir un accident, un souci, un problème de santé, quelqu'un à aider dans votre entourage, en fait, vous pouvez le faire. Voilà. L'argent n'est plus un problème. Et c'est formidable parce que ça dégage l'esprit pour le reste, pour l'essentiel, pour la vie, pour notamment la vie avec les autres. Donc l'argent, ça doit servir à ça. Je voudrais rebondir justement sur cette question de l'argent. J'ignore un peu comment fonctionne Twitch, l'économie du net, l'économie du digital et de la tech. Vous avez des conseils à donner, quels sont les takeaways en fait de votre expérience quant à ce sujet de l'économie du c'est important d'en parler. Il y a un article du Monde qui a rappelé il n'y a pas très longtemps que 97% des streamers streament devant 3-4 personnes. Il n'y a pas de revenus là. Il n'y a pas de création de richesse. Vous ne pouvez pas vivre de ça. Donc en fait, les gens qui vivent de leur activité sur Twitch, on parle de quelques dizaines de personnes. De personnes. Happy Few, dont vous faites partie. On va dire 30 personnes qui en vivent bien. J'en suis à peine, en fait. Et puis, on va dire, peut-être, je vous dis ça à la louche, mais une centaine de personnes peut-être 150, maximum, qui en vivent en France. Alors qu'il y a des milliers et des milliers de streamers. Donc, attention, en fait, à ce mirage aussi. Alors, c'est vrai que c'est fascinant, tous ces outils. Parce qu'en fait, on a l'impression c'est pas une impression, on y est très libre.
Hein, on fait ce qu'on veut, on n'est pas dans l'encadrement d'une entreprise, donc c'est fascinant. Je vais vivre de quelque chose qui me fascine, quoi, une passion et tout. Le problème, c'est que derrière, oui, la monétisation peut être très compliquée, quoi. Donc il y a une petite minorité qui, par chance ou parce qu'elle propose un contenu qui est original et qui séduit, à un moment donné, arrive au bon moment, va en vivre. Et pour un tout petit nombre va en vivre bien. Voilà. Mais c'est une ultra minorité, quoi. Et puis vous, en plus, vous jouissez déjà de votre reconnaissance, parce que vous êtes des questions pour un champion, c'est finalement ça qui a initié cette nouvelle aventure. Donc il y avait déjà une base. Mais pour dire les choses, par exemple, aujourd'hui, je ne pourrais pas vivre de mes activités numériques, pour être tout à fait transparent. Ah, c'est bien de le dire. Ouais. Je pourrais pas. Mais ça a complètement changé votre aura et votre. Oui. Au long d'une carrière, on a besoin de défis. À un moment, on sent qu'on maîtrise un exercice et on commence à s'endormir. On a moins de plaisir. Et puis, quelque part, quand on commence à s'endormir, même dans cet exercice qu'on maîtrise, on commence à devenir un peu moins bon aussi. Hein. Parce que tout en faisant toujours le même exercice, il faut évoluer dans cet exercice. Alors moi, régulièrement, je me lance des nouveaux défis, j'ai besoin de ça. C'est comme ça que j'ai commencé en presse écrite, et puis ensuite en radio, reportage, et puis à l'antenne, et puis un jour la télévision, l'information, des émissions politiques, et puis un grand virage il y a 7 ans, animateur. Enfin, c'était pas du tout mon métier, quoi. Question pour un champion, ça n'a rien à voir avec mon métier de base, quoi. Mais j'avais cette curiosité, et puis c'était une façon de me remettre en cause, de tout réapprendre. J'ai dû réapprendre ce métier. Vous animez pas un jeu télé comme vous présentez un JT. Au niveau du volume, de la façon dont vous bougez, de la façon dont vous gérez l'espace. C'est vraiment un autre métier que j'ai dû apprendre. D'ailleurs, j'ai pas été très rapide. J'estime que j'ai mis au moins 1 an et demi à l'apprendre. Et en fait, Twitch est encore une nouvelle aventure. Et dans pas longtemps, je vais avoir besoin d'une nouvelle aventure. Je ris parce que dans ma tête, je me dis quel marathonien, mais en fait, vous l'êtes en plus marathonien. Parce qu'en plus de tout ça, vous courez. Oui, à une époque, un tout petit peu moins à cause du travail. C'est là où j'ai vu que ces derniers temps, c'était trop, en fait. Parce que le sport est une vraie brique, un pilier dans ma vie depuis très longtemps. Le sport d'endurance, la course à pied, un peu de triathlon aussi à une époque. C'était vraiment devenu très, très, très important. Donc, j'ai fait quelques belles courses. Et j'avais besoin de ça aussi pour m'aérer dans ce métier où on interagit tout le temps, on est tout le temps avec les autres dans l'échange. Les sports d'endurance sont intéressants parce que vous êtes tout seul. Tout seul, quand vous courez, quand vous nagez, vous faites du vélo, le plus souvent tout seul. Et c'est des moments rien qu'à vous, où vous n'êtes pas sollicité. Et c'est presque un luxe dans nos vies d'aujourd'hui, surtout dans nos métiers, où vous avez enfin un peu de temps, 1 heure, 1 heure et demie, pour réfléchir à tout ça. Voilà. D'ailleurs, je ne prends jamais une décision importante en dehors d'un entraînement, quoi. C'est là que la lumière me vient. Donc, et l'an dernier, pour la première fois en 30 ans, j'ai arrêté le sport. Parce que j'étais, pardon pour l'expression qui n'est pas très jolie, j'étais à l'os sur le sommeil. Je dormais 3 heures, 4 heures par nuit maximum. Jamais plus. Pour pouvoir tout faire, je commençais à voir un peu moins mes enfants. J'avais réduit le sommeil au maximum. En fait, j'étais au bout de mon système du cumul, en fait. Pas cumul pour cumuler, mais le cumul pour apprendre. Donc l'équilibre est important. Et donc, à un moment, je me suis dit, non, il faut que là, je reprends le sport depuis quelques temps, et qui est nécessaire pour des choses toutes bêtes, hein, le souffle, le cœur. Parce que je crois que dans nos métiers d'antenne... Peut-être de sentir son corps aussi. Ouais, et puis à l'antenne, c'est bête, hein, mais... je sais pas, il faut être bien dans son corps pour être bien à l'antenne, pour dégager un truc un peu tranquille, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous dégagez un sacré truc, Samuel. Franchement, vous m'épatez. Vous avez une énergie, je ne sais pas si on s'en rendra compte en écoutant cet entretien, et vous nous avez donné tant de clés. Je suis très bavard. Qu'en cette fin d'émission, je ne sais même plus comment les donner dans l'ordre. Nous avons parlé de curiosité, de se lancer des défis, de rester ouvert, d'oser tenter, de travailler, de transmettre. Il y a tant de recettes, en fait, à la fois à rester dans le coup et tout simplement à vivre une vie riche et un parcours professionnel riche. Je vais m'atteler tout de suite à faire votre statue. Là. Est-ce que... Pour ceux qui ne maîtrisent pas le second degré, je ne veux pas vraiment ma statue dans les journaux parce que il faut toujours faire attention. Moi, il y a dans mes lectures de jeunesse, il y a une philosophie qui m'a marqué, c'est celle de Camus. Dans L'homme révolté, dans Sisyphe, c'est la lutte vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Camus, il constate l'absurdité du monde. Dieu est mort...
la vie n'a pas de sens en tant que telle. Qu'est-ce qu'on fait? Alors Camus, à un moment, il dit la question philosophiquement la plus sérieuse, c'est celle du suicide, parce que c'est celle qui pose le sens de la vie. Est-ce que la vie a un sens? Et Camus, il dit la vie n'a pas de sens. C'est vrai que la vie n'a pas de sens en soi. C'est vrai, il a raison d'ailleurs. Et il résout l'équation en disant la vie n'a pas de sens, mais la lutte vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. C'est-à-dire que le dépassement perpétuel, alors le dépassement, on n'est pas obligé de devenir le champion du monde de quelque chose, mais juste de constater ces petits moyens, de se dire ok, alors qu'est-ce que je peux faire de sympa, d'un peu plus grand que moi? En fait, c'est ça que j'essaie de faire, c'est cette phrase toute bête que j'ai lue, je devais avoir 16-17 ans, et en fait qui m'a toujours porté, et qui me fait faire tous ces petits trucs-là. C'est une très belle fin, mais je pense qu'il y a aussi chez vous, si je puis me permettre, au-delà de cette phrase de Camus, vous y trouvez du plaisir. On sent un homme qui prend du plaisir à vivre son existence et à se lancer des défis. Et ça aussi, c'est plus que la décision d'eux. Il y a quand même, vous y prenez du plaisir. Mais c'est une grande chance. C'est ce que je dis quand je rencontre, tu sais, les petits stages de 3e, on a des jeunes qui viennent à l'entreprise, et je leur dis toujours ça. J'aime bien les rencontrer, et je leur dis toujours ça. Je leur dis, vous êtes justement à l'âge où tout va se jouer. N'écoutez pas ce que vont vous dire les profs et les parents, l'orientation, les débouchés. Il y a un truc à l'intérieur de vous qui va vous dire à un moment, vous êtes bon sur un truc, pour faire des pizzas, pour réparer un évier, pour être pilote automobile, pour aller dans l'espace, pour être médecin, pour écrire, que sais-je. Un truc que vous allez savoir faire mieux que les autres et mieux qui va vous faire du bien, vous donner du plaisir. Écoutez votre musique intérieure, on est tous faits pour un truc. Cherchez ce truc, c'est pas facile, trouvez-le. Et une fois que vous l'avez trouvé, tirez le fil de ça et après, donnez-vous les moyens de réussir dans ce truc. Et là, vous arrivez à un truc qui est sympa, quoi. Et qui marche pour tous les âges. Qu'est-ce que cette expérience sur Twitch, comment est-ce qu'elle a nourri votre vie professionnelle, votre carrière, votre rapport au journalisme? C'est étonnant et je ne m'y attendais pas. De la même manière que Question pour un champion a changé ma façon de présenter les infos, c'est-à-dire en étant beaucoup plus réactif, de pouvoir mieux gérer l'instant, voilà. Et bien Twitch a aussi changé ma façon de faire de l'info et d'animer Question pour un champion. Twitch, c'est des heures et des heures et des heures et des heures de direct. Et ces heures d'improvisation m'ont rendu meilleur en fait dans la gestion de l'instant, dans le jeu. Je vois des choses que je voyais pas avant, quoi. Je vois une mimique, un sourire d'un candidat, je vois un moment de gêne, un truc. Et je vois plein de fils que je voyais pas avant et que je tire maintenant et qui m'ont aidé à rendre Question pour un champion plus frais, plus ludique, plus voilà. Et m'a apporté aussi quelque chose dans l'information. Et c'est incroyable comment tout se nourrit. De la même manière que mon stream est un peu atypique sur Twitch parce qu'il est nourri de 30 ans de journalisme et de passion pour toutes ces questions. Donc on est dans un cercle vertueux qui est très fort, quoi. Voilà. Questionnaire de la fin ? C'est parti. C'est parti. Pour avoir de l'audace, et vous en avez, il faut bien se connaître. Quelle est, avec le recul, votre plus grande force et votre plus grande faiblesse ? Ma plus grande force, c'est ma capacité de travail. Plus grande faiblesse. Je ne sais pas gérer les gens. Comme je suis un peu exigeant avec moi-même, je suis exigeant avec les autres. Je progresse un peu, mais j'ai une façon, longtemps, j'ai une façon fort peu diplomatique d'exprimer mes attentes auprès des gens avec qui je travaillais, quoi. Donc, et j'en ai toujours eu conscience. Je suis pas très très bon pour obtenir le meilleur des gens. Et les gens ils ont raison, qui viennent pas au boulot pour être sans arrêt challengés, bousculés. Donc j'ai progressé là-dessus. Je suis content, ça, parce que ça a été un chantier. De quoi êtes-vous le plus fier ? De mes 2 petits garçons. Parce que c'est beau. C'est beau au quotidien de voir des vies qui s'éveillent. Il ne s'agit pas de les emmener là ou là, il s'agit juste de les accompagner vers là où ils vont être attirés en fonction de cette petite musique intérieure et de ce spectacle au quotidien d'une intelligence qui se crée, qui s'éveille. C'est le plus beau spectacle, quoi. J'adore. C'est pour ça que j'essaie de passer plus de temps avec eux. Et puisque l'audace n'a pas d'âge, qu'est-ce que vous n'avez pas encore osé ? Un truc que je ferai jamais. Sauter en parachute. Je ne comprends pas le principe de sauter d'un appareil en marche, en fait. Je vous comprends. Je pense que c'est l'âge, mais c'est aussi quelque part la sagesse. Et comme j'ai l'espoir secret de provoquer la faillite du système de retraite français tout seul, en vieillissant très très tard, jusqu'à 130 ans, avec une retraite énorme, si vous voulez, il faut que je commence à penser à m'économiser. Donc j'ai arrêté la moto, j'ai une vie qui est assez saine. Je bois pas, je fais beaucoup de sport, je commence à faire plus attention à mon sommeil qu'avant, voilà. Donc, mais du coup, je suis pas très aventurier, quoi. On ne peut pas tout faire. Et vous en faites déjà beaucoup. Merci pour cet entretien résolument galvanisant et inspirant. Merci. Merci à vous, merci beaucoup. C'est en croisant nos expériences avec la nouveauté et l'altérité qu'on s'enrichit.
Une compréhension honnête de ses forces et faiblesses permet d'identifier les projets, les postes qui seront à la fois source d'épanouissement professionnel et personnel. Les défis renouvellent le plaisir de travailler et la confiance en soi. La citation de Camus citée par Samuel le rappelle : « La vie n'a pas de sens, mais la lutte vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. »